Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers élèves du tronc commun scientifique de l'établissement Andalus, bonjour, Awashar Mbroka. Dans le cadre des cours à distance organisés par notre établissement, je vous propose d'enchaîner avec le sujet reproduction sexuée chez les angiospermes. Eh bien, on a déjà parlé sur l'organisation de la fleur d'angiosperme, c'est-à-dire l'appareil reproducteur. Vous aviez comme rappel une fleur d'angiosperme composée par un pistil, d'accord? Composé par un pistil, stigmate. Ici, vous aviez un style et ovaire. Alors, c'est l'organe femelle, le pistil. À côté de pistil, vous aviez, bien sûr, l'organe mâle, l'ensemble des étamines. Ici, c'est l'antère. Et là, c'est le filet. L'ensemble constitue ce qu'on appelle l'étamine. L'organe, bien sûr, mâle. Ici, c'est l'organe femelle. Donc, à côté des organes sexuels mâles et femelles, vous aviez ce qu'on appelle les organes protecteurs, le pétale et le sépale. Alors, on a vu aussi qu'au niveau de l'antère, il y a des sacs polliniques qui produisent ce qu'on appelle les grains de pollen. Les grains de pollen. D'accord? Vous avez aussi au niveau du pistil et exactement au niveau de l'ovaire, il y a un ensemble d'ovules. Leur nombre est spécifique pour chaque espèce. Chaque ovule, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle un sac embryonnaire. Alors tout cela, on l'a déjà vu, sauf on va récapituler pour avancer dans le cours. Grain de pollen va nous produire à partir de son évolution ce qu'on appelle les gamètes mâles. Et le sac embryonnaire contient, on l'a déjà vu, l'oosphère, c'est-à-dire le gamète femelle. D'accord? Donc, alors, à partir de là, on a posé la question suivante. Alors, comment ça se fait qu'au niveau de l'antère, il y a libération, lorsqu'il y a maturation, éclatement des sacs polliniques, libération des grains de pollen. Alors, on a dit que comment ça se fait qu'ils se déposent sur le stigmate pour qu'il y ait fécondation, bien sûr. Alors, on a dit qu'on doit avoir ce qu'on appelle une pollinisation. Alors, qu'est-ce que c'est que la pollinisation? C'est déjà vu aussi. C'est le transfert ou bien le transport des grains de pollen depuis leur production, c'est-à-dire l'antère, vers le stigmate à l'aide d'un agent pollinisateur, soit le vent ou bien les insectes, généralement c'est l'abeille. Et lorsque ces grains de pollen se déposent, d'accord, sur le stigmate, voilà, eh bien ils sont loin du milieu ou bien de la localisation de l'oosphère qui est dans le sac embryonnaire, qui est elle-même dans l'ovule, qui est elle-même dans l'ovaire. Alors, donc cet éloignement, c'est ça la question qu'on doit se poser. Comment
comment les grains de pollen vont atteindre le lieu de l'oosphère pour qu'il y ait fécondation. Alors cette question, pour répondre à cette question, un savant, Molish, en 1889, a montré qu'il y a ce qu'on appelle une germination des grains de pollen. D'accord? Alors, comme je vous ai dit, Molish, en 1889, a réalisé une expérience pour répondre à certaines questions qui sont liées au devenir des grains de pollen une fois la pollinisation est terminée, c'est-à-dire une fois dépôt des grains de pollen sur le stigmate de la fleur de la même espèce. Il a divisé ces grains de pollen en deux lots. Premier lot, déposé dans une boîte de culture. Il a mis les milieux nutritifs, un milieu nutritif très favorable pour la croissance des grains de pollen. Après quelques jours, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, il y a émission d'un tube pollinique, c'est-à-dire un prolongement cytoplasmique d'un grain de pollen, qu'on appelle tube pollinique. C'est la germination. C'est la germination des grains de pollen. Alors, cette germination, comme vous voyez, elle n'est pas dirigée vers une direction bien précise, c'est-à-dire qu'elle est aléatoire, dans n'importe quel sens. OK? Alors que le deuxième lot, il a préparé le même milieu de culture, même grain de pollen, même espèce, mais au milieu de culture nutritif, elle a déposé des fragments de pistil renfermant des ovules. Alors dans ce cas, après quelques jours, qu'est-ce qu'il a constaté? Eh bien, comme vous le voyez, tous les tubes polliniques sans exception se dirigent dans la même direction vers les fragments de pistil qui renferment les ovules. C'est-à-dire comme s'il y a une attraction exercée par les ovules sur la croissance des tubes polliniques. Donc c'est une croissance orientée sous l'effet des substances chimiques sécrétées par ces ovules. On parle de chimiotactisme. Alors ce chimiotactisme, bien sûr, il n'est possible que s'il y a compatibilité entre les ovules et les grains de pollen de point de vue héréditaire, c'est-à-dire génétique, je veux dire. Ça veut dire si on met des grains de pollen qui n'appartiennent pas à la même espèce des ovules, eh bien, il n'y aura pas ce phénomène. D'accord? Donc, ce chimiotactisme, il est contrôlé par un gène, ou bien plus. C'est-à-dire, il n'y aura chimiotactisme que s'il y a compatibilité génétique entre grains de pollen et ovules. Voilà, donc on peut voir ce qui se passe lorsqu'il y a émission de ce tube pollinique qui s'insinue à travers le style de pistil. Eh bien, il y a tout d'abord croissance de ce prolongement qu'on appelle tube pollinique sous le contrôle du noyau végétatif qui est devant de type pollinique, et la cellule reproductrice s'engage aussi dans ce type pollinique tout en subissant une mitose, d'accord, une seule, pour donner 2 spermatozoïdes, ou bien ce qu'on appelle 2 entérozoïdes. D'accord? Alors ce schéma-là, remarquez bien les 2 noyaux des 2 spermatozoïdes, appelés aussi entérozoïdes. Donc, la germination d'un grain de pollen, d'accord, va donner un tube pollinique orienté en direction de l'emplacement des ovules,
Division de la cellule reproductrice en deux noyaux, plutôt en deux noyaux reproducteurs, c'est-à-dire en deux spermatozoïdes, appelés entérozoïdes. Et maintenant, on va voir ce qui se passe lorsque le tube pollinique arrive jusqu'au niveau des ovules. Le grain de pollen va émettre ce qu'on appelle un tube pollinique. Un tube pollinique. Ce tube pollinique, on a dit, va croître sous le contrôle du noyau végétatif, alors que la cellule reproductrice va aussi s'engager dans le tube, d'accord? Alors, c'est le phénomène de la germination. Germination du grain de pollen. Et vous aviez remarqué, à partir des résultats de Molich, que ce tube pollinique s'oriente sous l'effet des substances chimiques sécrétées par les ovules, d'accord, s'oriente en direction de l'ovule en s'enfonçant à travers le style. C'est le phénomène de chimiotactisme, d'accord, c'est-à-dire attraction de grains de pollen ou bien de tube pollinique, d'accord, en direction des ovules à l'intérieur de l'ovaire sous l'effet des substances chimiques bien spécifiques. Et cette attraction doit être compatible. Ça veut dire que cette espèce de fleur ne peut attirer que les grains de pollen de la même espèce. Sinon, il n'y aura pas attraction. Donc, une condition d'orientation et d'accroissement de type pollinique, c'est la compatibilité génétique entre grains de pollen et ovules. Bon, alors qu'est-ce qui se passe au cours de cette croissance de grains de pollen vers le lieu de la fécondation, c'est-à-dire l'ovule? D'accord? Alors, vous aviez toujours le grain de pollen qui va émettre un prolongement cytoplasmique sous le contrôle du noyau végétatif, et la cellule reproductrice va se diviser par une simple mitose pour donner deux spermatozoïdes qu'on appelle deux entérozoïdes. Ce sont les gamètes mâles. D'accord? Donc, voilà, les grains de pollen, donc, ce sont des organes spécialisés dans la production des spermatozoïdes. Alors, lorsque le tube pollinique arrive jusqu'au ovule, et je vais bien sûr schématiser ici un ovule, d'accord? Vous aviez les téguments, vous aviez un sac embryonnaire. On a dit qu'un sac embryonnaire, il est composé par 7 cellules. La plus essentielle, c'est l'oosphère. Oosphère, c'est le gamète femelle. Vous aviez les deux synergites qui assistent cette oosphère. Vous aviez les deux noyaux de la cellule centrale. Vous aviez aussi les 3 antipodes.
c'est le sac embryonnaire. Alors, lorsque le tube pollinique arrive dans la région de micropyle, cette ouverture qui va permettre, d'accord, au tube pollinique de libérer dans le sac pollinique les deux entérozoïdes, les deux gamètes mâles. Les deux gamètes mâles qu'on appelle entérozoïdes. Alors, une fois arrivé au micropyle, eh bien, il y a dégénérescence du noyau végétatif. Il n'a plus de raison à persister, donc il dégénère. Il reste deux noyaux, plutôt deux cellules, petites cellules, appelées entérozoïdes. Ce sont les gamètes mâles. Alors, vous allez me dire, mais pour féconder l'oosphère, il nous faut, d'accord, un entérozoïde, c'est suffisant. Eh bien, il nous faut maintenant deux entérozoïdes. L'un va en contact de l'oosphère, d'accord, voilà, et l'autre va en contact avec les deux noyaux du centre. Donc, c'est-à-dire qu'on aura en fait une double fécondation. On aura une double fécondation. Alors, puisque une double fécondation, vous aviez le sac toujours embryonnaire. Le premier entérozoïde va féconder l'oosphère pour donner un œuf principal appelé œuf ou bien zygote, hein, zygote principal, deuxième chromosome, c'est-à-dire diploïde. Donc c'est un œuf diploïde, hein, deuxième chromosome. Pourquoi? Parce que l'entérozoïde amène N chromosomes, l'oosphère aussi haploïde N chromosomes, la fusion des deux noyaux haploïdes donne un œuf diploïde, c'est le zygote principal. Le deuxième entérozoïde va féconder les deux noyaux de la cellule centrale. Donc il y aura ce qu'on appelle une double fécondation. Alors, il résulte bien sûr de la deuxième fécondation un deuxième œuf ou bien zygote, œuf appelé accessoire. Mais cette fois-ci, elle est triploïde, c'est-à-dire 3N chromosomes. Pourquoi donc 3N chromosomes? C'est pour la seule raison que vous aviez deux noyaux de la cellule centrale N plus N chromosomes amenés avec l'entérozoïde, donc ça sera 3N. Bon, alors, on dit que les angiospermes sont caractérisés par une double fécondation. D'accord? Une double fécondation qui aboutit à la formation de deux zygotes. Un zygote principal diploïde et un œuf accessoire triploïde. Les autres cellules du sac embryonnaire, ils vont dégénérer par la suite. Il en reste deux cellules, ce sont les œufs, qui vont évoluer bien sûr. On va voir, l'œuf principal va donner, d'accord, va évoluer, se développer pour donner ce qu'on appelle l'embryon. Et l'œuf accessoire va donner un tissu très riche en réserves nutritives, c'est l'albumène. Albumène. Donc, embryon plus albumène, ça donne une graine.
Donc, regardez bien, tout ce qui est à l'intérieur maintenant de l'ovule, elle est transformée en graine, alors que le reste de l'ovaire se transforme en fruit. Le reste d'ovaire se transforme en fruit. C'est-à-dire, ce fruit va contenir un nombre bien déterminé de graines. Si vous aviez 6 ovules, vous aviez 6 graines. Si vous aviez 3 ovules, vous aviez 3 graines, etc. Donc, pour récapituler, on va analyser ensemble un document, d'accord, schématisé, qui va nous récapituler les principaux étapes de la double fécondation chez les angiospermes. Alors, une fois le tube pollinique arrive au niveau de micropyle, ce micropyle, bien sûr, il est ouvert maintenant parce que l'ovule il est mature. Le noyau végétatif dégénère, il n'a aucun rôle maintenant, alors que les 2 entérozoïdes vont être libérés dans le sac pollinique. Pardon, dans le sac embryonnaire de l'ovule. Alors, un spermatozoïde va féconder l'oosphère, le gamète femelle, et l'autre spermatozoïde va féconder les 2 noyaux de la cellule centrale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme vous voyez, le premier œuf appelé zygote principal, résultant de la fusion d'un oosphère et d'un spermatozoïde, et les diploïdes. Donc, c'est l'œuf principal. Alors que l'œuf accessoire, résultant de la fécondation entre les 2 noyaux de la cellule centrale et le spermatozoïde, donne un œuf triploïde. Alors, l'œuf triploïde va évoluer vers un tissu nutritif appelé l'albumène. D'accord? Mais l'œuf principal, diploïde, va donner ce qu'on appelle l'embryon. Alors, embryon plus albumène constitue ce qu'on appelle aussi une graine, enveloppée dans le reste de l'ovaire qui va se transformer en fruit. Donc, c'est-à-dire que le fruit, la transformation de l'ovaire, va englober un nombre bien déterminé des graines. Leur nombre, bien sûr, dépend du nombre des ovules contenus dans l'ovaire de pistil. Voilà. Voilà. Après avoir formé ce qu'on appelle la graine, il faut savoir qu'on a 2 types de graines. 2 types de graines, d'accord? Une graine à albumène. Alors cette graine à albumène, on peut la schématiser de cette façon-là. Vous aviez l'embryon. Donc ici c'est albumène. Et là c'est l'embryon. On parle d'une graine à albumène. Vous avez aussi une graine
sans albumine, ou bien très pauvres en albumine. Dans ce cas-là, on aura ce schéma-là, d'accord? Alors, vous avez donc un albumine très restreint. Vous aviez ce qu'on appelle les cotylédons. Les cotylédons, c'est ce qui va donner les feuilles, d'accord, de la plantule lorsque la graine va germer. Vous aviez ce qu'on appelle gémule. Alors, la gémule, c'est le futur bourgeon principal, ou bien ce qu'on appelle apical, qui va donc donner la croissance en longueur de la plante. Alors que ici, vous aviez la tigelle, c'est la future tige de notre plantule, et là, c'est la radicelle. Radicelle. Alors, la radicelle, c'est le tissu qui va donc donner naissance aux racines lorsque la graine va germer. D'accord? Alors, l'ensemble constitue ce qu'on appelle l'embryon. D'accord? Donc, on a dit, pour récapituler, une fois il y a double fécondation, vous avez la graine constituée toujours d'embryon et de l'albumène. Et dans ce cas-là, vous avez deux types, soit graine à albumène, donc vous avez ici une graine très riche en albumène, mais dans l'autre cas, vous avez une graine sans albumène ou bien avec une quantité d'albumène très très infime. Et on a dit maintenant que si les conditions sont favorables, température, humidité, quantité d'eau, etc., eh bien la plante peut germer pour donner une plantule, la future plante caractéristique de l'espèce. Alors là, ça sera bien sûr notre sujet de la leçon suivante. Alors on va récapituler un petit peu ce qu'on a déjà étudié. La fleur des angiospermes est constituée d'un androcée, ensemble des étamines. Chaque étamine au niveau de l'antère est constituée de ce qu'on appelle les sacs polliniques. Et chaque sac pollinique, il y en a 4, contiennent ce qu'on appelle les cellules mères des graines de pollen. Alors vous voyez la coupe transversale dans une antère qui montre bien ces cellules mères diploïdes qui vont subir la méiose pour donner ensuite les graines de pollen. Alors, chaque graine de pollen est constituée d'une double membrane, exine et intine. À l'intérieur, vous avez une grosse cellule appelée cellule végétative, d'accord? Et une petite cellule englobée dans l'autre, c'est la cellule spermatogène ou bien la cellule reproductrice, d'accord? Le tout, on l'appelle grain de pollen. Alors, comme vous voyez, au niveau de l'organe femelle maintenant, ce qu'on appelle le pistil ou gynécée, il est constitué d'un stigmate prolongé par un style vers l'organe principal, l'ovaire, qui contient un nombre bien déterminé d'ovules. Alors, au niveau de l'ovaire, il y a formation de ce qu'on appelle un sac embryonnaire. Un sac embryonnaire,
est constitué, comme vous voyez, de 7 cellules. Une cellule gamétique appelée l'oosphère, gamète femelle, assistée par 2 cellules appelées synergides, les 2 noyaux de la cellule centrale et 3 cellules appelées antipodes. D'accord? Alors, lorsqu'il y a pollinisation, c'est-à-dire dépôt d'un grain de pollen au niveau de stigmates, comme ça, de la même fleur, eh bien, il y a germination du grain de pollen, émission d'un type pollinique, orienté vers l'ovule, comme vous voyez, le noyau végétatif en avant et les 2 entérozoïdes. Alors, lorsqu'il arrive au niveau de micropyle, le noyau végétatif va dégénérer. Il en reste seulement les 2 entérozoïdes qui représentent les 2 gamètes mâles. Alors, qu'est-ce qui se passe après? On a dit, il y aura double fécondation, c'est-à-dire émission des 2 spermatozoïdes dans le sac embryonnaire. Vous voyez, l'un de ces 2 entérozoïdes va féconder l'oosphère pour donner l'œuf principal et l'autre va féconder les 2 noyaux de la cellule centrale pour donner l'œuf accessoire. Alors, l'œuf accessoire va donner l'albumène et l'œuf principal va donner l'embryon. Les 2 constituent ce qu'on appelle la graine.